procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui aux assises de Lyon. Celui de Yacine Mechta, accusé d'avoir tué son frère, sa femme Caroline et 4 de ses 5 enfants. Un sextuple meurtre remontant à décembre 2015. Seul le fils aîné, alors âgé de 13 ans, avait survécu, car absent du domicile au moment du drame. Pour la partie civile, cette semaine s'annonce intense. C'est un procès qui est exceptionnel, la douleur est immense du côté de la famille qui a voulu être présente. Vous avez vu, il y a beaucoup de parties civiles parce que c'est une famille très unie, solidaire. Tout le monde aujourd'hui attend une réaction de la cour d'assises, une réaction sociale à travers le verdict qui sera décidé vendredi. Cette première journée d'audience a été consacrée au compte-rendu de l'enquête de personnalité et à l'examen psychiatrique. Yacine Mechta était accro au cannabis, à l'alcool, souffrant de troubles mentaux et déjà condamné pour violence conjugale. Tout l'enjeu du procès réside dans cette question. Était-il conscient de ses actes au moment des meurtres? C'est un homme qui répond aux questions, c'est un homme qui s'explique dans la mesure de ce qu'il peut. Je trouvais que les réponses étaient assez utilitaire, donc je pense qu'on est bien loin de l'irresponsabilité pénale ou de l'abolition telle que l'on veut le mettre en avant du côté de la défense. Le verdict est attendu vendredi. L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. On a l'impression d'héberger ici des trésors et on a le contraste quand on sort que les gens ne connaissent pas cet herbier, ne savent pas où il est, à quoi ça sert. Et du coup, c'est le moyen d'en parler. L'herbier de l'Université Lyon 1, l'un des plus importants au monde, entre de plein pied dans le 3e millénaire. Depuis 15 jours, des centaines de plantes séchées, certaines datant de plus de 2 siècles, sont numérisées. Une opération coûteuse, rendue possible grâce à une campagne de financement participatif. On s'est restreint pour ce projet de plateforme participatif à des premiers groupes de plantes. On a ciblé des plantes cultivées, des variétés anciennes de légumes, des choses comme ça, des plantes exotiques. Mais on a encore plein d'autres groupes de plantes, si la campagne continue à bien se passer comme ça, qu'on pourra rajouter. 1 € donné égale une planche restaurée et numérisée. Voilà ce que promet cette campagne de financement participatif. Près de 8000 plantes devraient être dans un premier temps numérisées. Des plantes venues de la collection privée de Roland Bonaparte. Petit-neveu de Napoléon Ier, le botaniste l'a légué à la ville de Lyon dans les années 20. Des spécimens pour certains rarissimes qui n'ont jamais été dévoilés au grand public. Il y a des boîtes, on pense qu'elles n'ont jamais été ouvertes depuis que Roland Bonaparte les a fermées. Donc on a certaines pistes qui nous permettent de dire que ces boîtes-là n'ont pas été ouvertes. Et puis après, la manipulation se fait selon un protocole très précis. On manipule avec des gants pour préserver les planches d'herbier. L'Université Lyon 1 qui espère voir les dons continuer à affluer pour pouvoir poursuivre cette numérisation titanesque. L'herbier compte pas moins de 3 millions de spécimens. Ça s'est passé aux alentours de minuit. Un certain nombre manifestement de jeunes se sont approchés avec manifestement également des bidons, ont incendié en rentrant par derrière la médiathèque de la Duchère. La bibliothèque de la Duchère, victime d'un incendie criminel la nuit dernière. La salle du personnel a été détruite ainsi qu'un couloir et la façade est endommagée. La salle de lecture a pu être sauvée grâce à l'intervention rapide des pompiers. La vidéosurveillance a aussi permis d'interpeller des suspects. 2 jeunes ont été ou sont encore entendus à l'heure où je vous parle par la police. Je ne peux pas non plus avec certitude vous dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas de lien entre les pressions que nous effectuons depuis de nombreuses semaines sur le trafic de drogue, puisque vous le savez, les policiers nationaux aidés par le GOM ont fait une prise extrêmement importante ces jours-ci. Cet après-midi, les experts étaient sur place pour évaluer les dégâts. L'équipement devrait rester fermé pendant plusieurs jours. Il aurait dû y aller. Big Flo et Oli en guise de feu d'artifice, le duo toulousain qui cartonne se produira le 14 juillet sur la scène du Grand Théâtre de Fourvière. Ce matin, la programmation de l'édition 2018 a été dévoilée. Une programmation dense, 122 représentations au total. C'est l'actualité qui nous dicte un peu une partie de la programmation. Quand on a Ayam qui tourne et qui nous propose de faire un concert symphonique, on dit oui. Quand Big Flo et Oli tournent, on dit oui. Quand Charlotte Gainsbourg revient avec
avec un nouvel album, et bien évidemment on se pose la question de son passage à Fourvière. Tiens, on entend parler des Arctic Monkeys qui vont peut-être revenir, on se renseigne un petit peu. Enfin voilà, il y a des choses, des élans aussi qui bien sûr viennent de nous. MC Solar, Texas, Massive Attack ou encore Marquis de Sade sont attendus sur la scène du Grand Théâtre. Mais comme chaque année, le festival se déroulera également hors les murs. De la danse est notamment prévue à la patinoire Charlemagne, du cirque sur le domaine de la Croix-Laval et du théâtre à la Halle de Bourg. L'idée, c'est aussi de créer un lien, un fil, à la fois avec les autres acteurs culturels métropolitains. Là, c'est le jeu des coproductions ou des collaborations. Et puis d'investir tous les lieux de la métropole. Une édition 2018 par ailleurs dédiée à Didier Lockwood, violoniste de jazz décédé le 18 février dernier. Nous étions ensemble en train de travailler depuis 2 ans sur un très beau projet avec lui et Patricia Petitbon. L'album était enregistré, il devait le créer à Fourvière et le mettre en scène à Fourvière. Et malheureusement, ça ne se fera pas. Donc bien entendu, nous lui dédions cette saison. Les Nuits de Fourvière se dérouleront du 1er juin au 28 juillet. Ouverture de la billetterie vendredi à 14h. Un braquage dans un magasin de vêtements du cours Vuitton pendant lequel 3 coups de feu avaient été tirés. Des faits qui remontent au 25 avril 2014. Et c'est cette semaine que l'un des 2 auteurs présumés est jugé devant la cour d'assises de Lyon. L'enjeu du procès est de savoir si en plus du vol avec arme, il y a eu tentative de meurtre sur le gérant de la boutique. Les défenses les plus simples et les plus efficaces, c'est de dire la vérité. Et la vérité, c'est que l'accusé n'a jamais voulu donner la mort. Et j'en veux pour preuve que dans le dossier, on apprend que l'arme est chargée et que toutes les cartouches n'ont pas été utilisées alors que l'agresseur avait largement l'occasion de s'en servir. Il a choisi de ne pas le faire et donc il a choisi de ne pas tuer. Pour la partie civile, l'opinion est évidemment tout autre. C'est un fait exceptionnel, on voit rarement ça dans les braquages, l'ouverture du feu d'une part. L'ouverture du feu à 3 reprises, c'est d'autant plus rare, et en plus en direction du gérant, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que la qualification juridique, c'est non seulement vol avec arme, ça nous paraît constant parce que c'est reconnu, mais il y a surtout une qualification de tentative de meurtre. Et moi, le but, c'est que la cour d'assises consacre cette qualification juridique, parce que c'est ce qu'a ressenti mon client tout simplement, on lui a tiré dessus. Si la tentative de meurtre est reconnue par la cour, l'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. Son complice, un ami d'enfance, s'est lui suicidé en prison. C'est dommage parce que je suis venu voir l'exposition et les poulets ne sont pas là. C'est l'image qui fait polémique. Cette vidéo de l'artiste Abdel Abdessamed était présentée dans la dernière exposition du MAC à Lyon. Elle a été retirée hier soir en raison du tollé provoqué sur les réseaux sociaux par des militants de la cause animale. Pourtant, il ne s'agit là que d'effets spéciaux créant des flammes sans danger pour ces poulets. Qu'importe, la direction du musée a préféré jeter l'éponge. La question c'est, nous sommes un service public, nous sommes un musée, nous avons affaire à un artiste vivant, nous avons un discours global qui ne parle pas d'art, qui ne parle pas de la technique qui a permis de faire l'image, mais qui assassine littéralement l'artiste et qui l'accuse de tous les maux avec une attitude très globalement raciste. Donc il y a un moment où on est responsable quand on dit qu'il convient d'arrêter. Aujourd'hui, on ne peut pas maîtriser ces réseaux sociaux et quand une fake news est partie et qu'elle est reprise, je crois qu'il faut tout simplement arrêter. Un retrait de l'œuvre qui n'est pourtant pas vraiment compris des visiteurs. Je pense pas que ce soit la décision qu'il fallait prendre, justement. Je pense qu'elle était là aussi pour marquer les esprits. Et le fait qu'elle n'y soit plus, je trouve ça dommage. Puis, moi, j'aurais bien aimé la voir, par exemple, et c'est pas le cas. Donc, Après, l'enlever, non, fallait pas forcément. Chacun avait le choix d'y aller ou pas dans la salle. Du coup, pour moi, fallait pas l'enlever. Un cas de méningite a été détecté dans une crèche du quartier Cusset à Villeurbanne. Il s'agit d'une éducatrice jeunes enfants qui a été hospitalisée. Selon les services de santé de la ville, les personnes qui ont été à son contact ont toutes été prévenues et prises en charge. Cela concerne également l'école Ernest Renan, établissement dans lequel intervient l'éducatrice. La 70e édition du Critérium du Dauphiné Libéré présentée ce matin à Lyon à la région. L'épreuve se déroulera du 3 au 10 juin prochain. En ce qui concerne le département du Rhône, les coureurs passeront dans le Beaujolais par Quinciers, Fleury, Saint-Jean-d'Ardière avec une arrivée d'étape à Belleville. Quant au plateau, il est relevé.
Romain Bardet, qui a déjà fini 2e du Dauphiné, qui est sur le podium du Tour de France ces 2 dernières années, qui va venir avec une équipe AG2R La Mondiale très très puissante, puisqu'il aura quasiment l'équipe du Tour avec lui. Il aura la recrue de l'été de l'intersaison Tony Galopin, il aura Alexis Vuillermoz, il aura le champion de Belgique Oliver Nassen, et puis il y aura aussi Warren Barguil, le maillot à poids du dernier Tour de France, vainqueur de 2 étapes, mais aussi Vincenzo Nibali, l'Italien, l'un des rares coureurs à avoir gagné les 3 grands tours. Pour ces coureurs, le critérium du Dauphiné libéré, c'est aussi un avant-goût de la grande boucle. Ça leur permet de reconnaître certains parcours du Tour de France, notamment dans l'étape qui arrive à la Rousière. C'est pas possible de faire un entraînement sur une route ouverte de ce qu'on pourrait faire pour un contre-la-montre par équipe. Donc pour eux, c'est vraiment un avantage de pouvoir faire cet essai grandeur nature en conditions de course à 3 semaines du départ du Tour, enfin 1 mois du départ du Tour de France. Coup d'envoi du Critérium le dimanche 3 juin avec le prologue à Valence. C'est des sentiments de honte par rapport à nos supporters qui sont venus en nombre, qui ont été présents tout au long du match, qui nous ont soutenus tout au long. Ils ne méritaient pas une telle production de notre part. Les mots de Bruno Genesio sont durs, mais ils sont à la hauteur de la déception qui a animé les travées du Groupama Stadium hier soir. Pourtant vainqueur 1-0 en 8e de finale aller de Ligue Europa à Moscou, les Lyonnais ont laissé filer trop d'occasions pour jouer le même tour au CSKA. Mais plus que sa maladresse offensive, c'est surtout dans l'attitude que l'OL a failli. Ce soir, on a concédé trop de buts. En seconde période, on a arrêté de jouer. Je ne sais pas s'il s'agit d'un manque d'expérience ou d'autre chose. C'était une compétition très très importante pour nous. On avait fait un match aller très cohérent, qui nous mettait dans les meilleures conditions, mais on l'a galvaudé ce soir par un comportement inadmissible. Pourtant, l'OL avait bien réagi après l'ouverture du score moscovite en égalisant par Maxwell Cornet. Mais comme trop souvent cette saison, les Olympiens sont vite retombés dans leur travers en encaissant 2 buts coup sur coup. La réduction du score de Mariano Diaz n'y changera rien, l'OL s'incline 3-2 et sort par la petite porte. Une désillusion qui arrive au pire des moments à 3 jours d'un déplacement ô combien important à Marseille en championnat. C'est un grand match, on a encore une possibilité de revenir dans la course pour le podium et donc il va falloir très vite se recentrer sur ce match. Car l'OL 4e accuse déjà 5 points de retard sur son rival phocéen et pourrait bien, en cas de défaite, hypothéquer toute chance de finir sur le podium. L'info